Voilà, bonjour à tous. Donc, ce sera une légère transition. On reste dans le virus et je suis heureuse d'être avec vous pour partager ce flash des quelques minutes concernant donc ces signes cutanés de certaines maladies infectieuses. On a toujours un intérêt finalement clinique, en tout cas on parle à des cliniciens ici souvent par Zoom ou dans la salle, et c'est vraiment dans le but d'un diagnostic presque formel parfois, ou au moins d'une suspicion diagnostique rapide, qui pourrait presque être fait par le patient lui-même. Et c'est vrai que quand on parle d'éruption cutanée, si on veut rester dans la journée VIH, la primo-infection VIH a été aussi un bel exemple de description d'éruption cutanée. Alors, concernant Covid, au tout départ de la pandémie, pendant l'hiver dernier, les séries chinoises, je vais bien revérifier, n'en ont pas du tout parlé. Et le premier rapport date du mois d'avril, fait par les Italiens, pour lesquels l'épidémie battait à ce moment-là son plein. Il y avait eu juste en mois de mars un petit case report sans photo d'un Thaïlandais qui décrivait une éruption qui ressemblait à de la dengue. Et ensuite, à l'issue de ces premières descriptions, il y a eu comme une avalanche de case reports, de case series. Et autour de toutes ces case series et études rétrospectives, on pouvait voir d'une fourchette entre 1,8 sur une étude chinoise à jusqu'à 20% dans une étude italienne de patients pour lesquels des signes cutanés pouvaient être décrits et associés donc au cours de l'infection Covid. Et ce qui s'est passé finalement, puisque j'essaie de vous relater l'actualité par rapport aussi à cette première vague, c'est que d'études rétrospectives case série, pas toujours très bien formatées, finalement on est venu petit à petit à des choses plus prospectives et à la création de registres, souvent par pays, donc en général dirigés par les sociétés de dermatologie, et aussi à un registre international pour lequel j'aurai le plaisir de vous montrer quelques résultats. Alors, il s'agit de lésions cutanées qui, dès le départ, ont été très multiples, très variées, et qui semblent effectivement refléter la complexité de ce qui est contenu dans les autres organes et la complexité de la maladie en elle-même, entre la réaction virale et la période inflammatoire, voire immune qui suit. Et dans l'atteinte cutanée, donc cutanée on dit peau, mais nous aussi bien sûr on pense toujours aux muqueuses, et également, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais des énanthèmes, des pétéchies de tout l'oropharynx ont bien été décrits. Et donc dans cette multitude de lésions, il a été tenté de les classifier selon leur précocité par rapport à la confirmation de Covid, ou bien selon leur topographie sur le corps, ou selon la sémiologie pure. Là, c'est vraiment les jeux des dermatologues de bien classer selon la sémiologie, entre un purpura, des pustules ou des vésicules. Mais ce peut être très utile. Par exemple, je vous cite ce cas pour lequel nous sommes très attachés, puisque avec Alexandra et l'équipe de dermatologie, nous avons pu le publier donc, cette année. Ces patients des HUG qui nous ont été signalés dès la première vague, et je remercie encore donc tous les cliniciens qui pouvaient nous appeler à ce moment-là. Et vous voyez que cette éruption, elle est très troublante dans le sens où on dirait comme ça, sur un regard rapide vu de loin, on dirait des vésicules. Certains, alors j'ai remis ce titre de pseudo-varicelleuse, en fait exactement, il vaut mieux l'appeler pseudo-vésiculeuse, mais c'est vrai, d'un coup d'œil, elle peut être banalisée en fait, mais quand même montre des caractères très inflammatoires, parfois purpuriques, et surtout aussi très monomorphes. Donc elle ne ressemblait finalement, pour un dermatologue un peu expert, ça ne ressemble à aucune éruption qu'on ne trouve dans d'autres viroses ou même ailleurs. Une classification que nous avons bien avec Chloé Alberto qui, fin juillet, dans ce même amphithéâtre, vous avez aussi fait le flash et qui, donc pour certains d'entre vous retrouverez bien sûr ces photos. Et donc,
a un petit peu classé en trois types d'éruptions. Donc je mets bien à part l'éruption pseudo-vésiculeuses. Et puis les éruptions paravirales, c'est celles que finalement tout à chacun sommes très habitués à voir, surtout ce qui est les urticaires, les exanthèmes maculopapuleux, certains érythèmes polymorphes même peuvent être classés là-dedans. Et complètement à part, enfin, les éruptions purpuriques. Et nous allons zoomer un petit peu sur ces éruptions purpuriques à présent. En effet, vous avez tous entendu parler, essentiellement à travers les médias, puisque les médias ont beaucoup publié aussi, nous ont beaucoup aidé à diffuser les informations, les fameux Covid-2, ou, si on veut parler plus précisément, donc ces engelures. Alors, où en est-on dans l'association Covid et engelures, donc ce 1er décembre 2020 ? Donc je vous rappelle tout simplement que ces engelures, les vraies engelures, ce sont des lésions inflammatoires localisées et provoquées par une exposition au froid et en particulier en présence d'humidité. C'est souvent très prurigineux, c'est même souvent ça qui attire, enfin qui fait observer et consulter les patients. Et pour les formes idiopathiques, ça se souvent par petites poussées hivernales. Donc là, maintenant, avec le froid qui arrive, ça devrait se multiplier déjà. Et ça atteint plutôt les enfants et les adolescents, donc plutôt les jeunes femmes que hommes. Et on connaît plusieurs causes, donc je vous ai parlé des causes idiopathiques qui sont les plus fréquentes, mais aussi secondaires. Et là, c'est vrai qu'on peut déjà commencer à réfléchir un petit peu sur la physiopathologie quand on connaît les engelures associées au lupus érythémateux, mais aussi aux cryopathies, aux hémopathies. Et il existe des formes familiales, donc génétiques, d'engelures, qui sont très très bien étudiées et que vous allez voir un petit peu plus tard, qui vont un petit peu peut-être servir d'exemple dans la compréhension de ces engelures associées à Covid. L'histologie, je ne vous ai pas mis une photo, mais c'est assez simple, c'est un œdème, un infiltrat périvasculaire et parfois des microthromboses vasculaires. Donc vous voyez déjà le tropisme endothélial vasculaire qui est très très net dans ces engelures. Alors, la balance entre doute, mais non, ces engelures, d'ailleurs on n'en parle même plus trop dans cette deuxième vague, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tout le monde était angoissé, tout le monde se regardait de trop près et tout à coup on s'est mis à avoir du rouge partout? Il y avait certes des gens très jeunes et on a bien vu qu'avec le Covid, cette classe d'âge est restée plutôt plus jeune. Et ce qui était quand même, qui entretient le doute, c'est les diagnostics de laboratoire, puisque c'est encore confirmé, y compris dans les études toutes récentes, que les PCR positives ne sont que dans un tiers des cas, pendant que l'engelure est là, et les anticorps que dans 12%, mais je le redis encore, pendant que l'engelure est là. L'hypothèse, c'est qu'en fait, il y aura un décalage dans ces tests, dans la positivité de ces tests en présence de l'engelure. Donc la physiopathologie, comme je le disais, donc, va bien avec l'histoire vasculaire aussi du Covid. Et puis, donc, ce toute dernière étude prospective d'un groupe de Français qui a dosé chez une quarantaine de patients avec des signes cutanés en présence donc de Covid, l'interféron alpha était mesuré chez ces patients et ils ont vu une grosse différence. En fait, l'interféron alpha était beaucoup plus marqué chez les personnes Covid avec engelure que tous les autres Covid, y compris certains Covid sévères. Or, vous savez, les débats de l'interféron alpha, qui est bien une ces cytokines qui se développent dans le Covid, entre autres, parmi d'autres cytokines, mais qui est très intéressante parce que, pour une part, parce qu'elle marque la réaction au virus en général, mais aussi parce que cette forme familiale génétique connue qui induit des engelures parfois très sévères avec des nécroses digitales, c'est vraiment une forme un peu expérimentale, même si elle reste rare, qui montre ce lien interféron-engelure. Bon, ce lien, il reste encore à creuser, bien sûr, pour la Covid, tant qu'on n'a pas eu l'exemple direct du virus dans les tissus.
Engelure a bien différencié, quand on parle de lésions vasculaires, donc de ces livédos réticulés, purpura réticulés. Je vous ai repris des photos que nous avons prises soit chez les patients hospitalisés ici au HUG ou qui me sont envoyées donc, via les réseaux par des médecins traitants. Et vous voyez, c'est vraiment des formes parfois très suspendues, comme ici au genou. Souvent, ça atteint, et donc, c'est cet aspect très réticulaire, surtout, qui laisse envisager quand même cette association avec les effets donc, développés pendant la maladie, le développement d'anticorps antiphospholipides, de la coagulopathie, d'éventuelles thromboses vasculaires associées. Et là, ce qu'on se trouve quand on fait les histologies à ce niveau, c'est bien les dégâts vasculaires et les dépôts de compléments qui sont observés. Alors, si on veut un petit peu concentrer cette physiopathologie et comment la peau, elle s'en mêle, la peau, elle est bien connue pour refléter des effets cytopathogènes de certains virus et parfois dans d'autres viroses, une simple biopsie cutanée peut aider à orienter du moins le diagnostic. Mais il y a aussi l'histoire des récepteurs ACE. Et je ne résiste pas à vous montrer ce schéma qui est sorti en fait assez récemment. C'est sur des milliers, plus de 6000 blocs tissulaires en fait, que cette équipe chinoise en fait a regardé l'expression du gène de l'ACE2 dans le tissu. On connaissait déjà pas mal de choses, mais finalement là ils ont essayé de le quantifier. Et voilà, je vous ai mis un peu les organes phares, en particulier le poumon, voilà, qu'il place vers le milieu de l'expression de ce gène ACE2. En fait, c'est le rein qui en exprime beaucoup plus, mais finalement la peau qui est déjà connue depuis longtemps comme abritant ces récepteurs dans la membrane basale de l'épiderme, dans les glandes annexielles, en particulier écrines, et dans les cellules endothéliales des vaisseaux du derme. Malgré tout ça, la peau en exprime assez peu. Donc, on ne serait pas étonné, effectivement, d'avoir pas trop de signes cutanés donc, associés à Covid, même si on inclut les signes qu'on pourrait appeler indirects qui sont associés à la thrombose ou vasculite. Je ne vais pas partir dans la théorie éventuellement neurogène, quand j'ai mis « autre », qui concernerait peut-être aussi certains effets distaux concernant les engelures en particulier. Et donc, dans le diagnostic tissulaire, je pense que vous étiez tous impatients de voir si on avait trouvé le petit virus dans la peau. J'avoue qu'on est un petit peu déçus, juste 2 case reports à ce sujet, et c'est intéressant parce qu'en fait, ils illustrent les 3 techniques qui peuvent être appliquées dans la peau, à la fois la PCR, l'immunohistochimie avec les anticorps anti-SARS-CoV-2 et la microscopie électronique. C'est vraiment des techniques qu'on utilise, qui sont très utilisées déjà dans d'autres viroses, et ces outils sont quand même très connus pour le SARS-CoV-2. Et en fait, ces articles sont très controversés dans leur technique, même si ce sont des équipes très sérieuses qui l'ont publié. Mais je préfère laisser le doute flotter à ce sujet. Et je ne résiste pas non plus à vous remontrer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, cette belle histologie de professeur Gürkan Kaya, ici en dermatopathologie, où pour en revenir à cette forme pseudo-vésiculeuse, on veut absolument mettre en exergue que le virus est quand même peut-être passé par là, soit par les récepteurs ACE, soit directement par le sang, et ces effets cytopathogènes sont quand même très troublants. Et puis aussi, bien sûr, l'effet sur les petits vaisseaux du derme avec l'endothélite. Cette image-ci, si vous la montrez typiquement à un pathologue général pour le rein, le poumon, c'est exactement la même chose. Alors, en pratique, quel est l'intérêt finalement de s'acharner un petit peu à décrire ces formes cutanées, hormis évidemment un diagnostic positif qui serait un petit peu le monde idéal, le diagnostic différentiel
au moins éliminer une toxidermie. C'est vrai qu'à la fois en ambulatoire, mais encore plus en hospitalier, ces patients sont exposés à beaucoup de molécules et nous devons absolument, évidemment, différencier cet effet. C'est des choses que nous pratiquons déjà, mais là, d'autant plus donner toute leur chance aux patients pour garder leurs médicaments dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux collègues dermatologues ou à faire appel à un prélèvement de la peau si besoin. Ensuite, il y a tous les diagnostics différentiels, et là, je ne vais pas faire une liste qui est aussi longue que celle de la multiplicité, de la variété de chaque signe qui a été décrit dans ce Covid. Mais j'insisterai sur les viroses donc qui sont très, très troublantes, en particulier aussi le parvovirus B19, qui est un virus qui aime beaucoup les cellules endothéliales vasculaires. Alors, un autre intérêt, ce serait pronostic. Et là, c'est un des résultats, justement, de ce registre international basé sur plus de 720 patients, ils en sont à plus de 800 maintenant, qui a vu que les engelures seraient plus liées à des formes frustes, bénignes. C'est vraiment ça qui a été observé. Les autres éruptions, y compris la pseudo-vésiculeuse, seraient associées à des formes plus modérées et ensuite, les formes très sévères avec ces purpura ou livédo réticulés. Alors, quid de la datation de la maladie, toujours les débats concernant quand faut-il faire cette PCR, quand faut-il doser les anticorps. Bon, là, on n'est pas très aidé, même si, de nouveau, dans ce gros registre, on sait que les lésions cutanées, elles évoluent assez rapidement en général et que, bien sûr, dans ces cas-là, quand on fait la PCR, il faut ne pas hésiter à le répéter. C'est un petit peu ça le message aussi pour d'autres organes. Pour les anticorps anti-SARS-CoV-2, là, j'assisterai que la durée dépasse 1 mois parfois, et c'est ça qui a pu montrer cette négativité dans certaines séries. Enfin, donc en conclusion, les signes cutanés témoins de l'infection virale et de la réaction immune semblent bien présents. Une éruption typique, en tout cas, mérite de poursuivre les investigations pour le diagnostic positif de Covid, c'est cette atteinte pseudo-vésiculaire. Et de manière plus générale, la peau qui reste un tissu très accessible et très vascularisé, même si ce n'est pas le signe prédominant dans Covid, permet d'étudier donc les outils de laboratoire pour la recherche microbiologique et biologique tout court. Je vous remercie.